Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les fêtes se sont bien passées. Alors tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année. Et aujourd'hui justement, pour fêter la nouvelle année et pour la première anecdote de 2023, je vous propose de vous en dire plus sur les origines de la première fête de l'année, l'Épiphanie. L'Épiphanie, comme vous le savez, qu'on célèbre notamment autour de la galette des rois en France, une tradition que l'on célébrait déjà à la cour de Versailles sous le règne de Louis XIV et dont je vais vous partager l'histoire tout de suite. Je propose donc pour commencer de nous projeter au château de Versailles, un 6 janvier de la fin du XVIIe siècle. Comme le veut la tradition et comme il aime le faire, le roi Louis XIV s'apprête à recevoir, pour l'Épiphanie donc, une assemblée de courtisans, des hommes et des femmes de la cour. Alors avant l'installation de la cour au château de Versailles en mai 1682, il faut savoir que c'est à Fontainebleau ou dans d'autres résidences royales que l'Épiphanie était célébrée. À partir de 1683 donc, ce sera à Versailles, au château, dans le salon de Mercure, au cœur des grands appartements du roi. Alors concrètement, comment cela se passe-t-il et comment la fête se déroule-t-elle? Eh bien, pour l'occasion, 5 à 6 tables sont dressées donc dans le salon de Mercure. La première, plus grande, est réservée aux rois et aux hommes, tandis que les autres tables accueillent la reine d'un côté et les femmes qui sont invitées. Un gâteau des rois est alors déposé sur chacune des tables, et après que Louis XIV et les princesses se présentent et choisissent leur part, eh bien le reste de l'assemblée s'approprie la sienne. Une fois les fèves découvertes, les rois et reines d'un jour s'amusent à organiser leur propre gouvernement postiche avec des ministres, des intendants, etc. qui sont choisis dans l'assemblée. Sachez d'ailleurs que le roi lui-même peut devenir ministre ou intendant d'un de ses invités. Mais alors, il faut savoir aussi que la liberté s'arrête ici puisque Louis XIV va en revanche rapidement abolir la possibilité pour celles et ceux qui portent la couronne du jour de pouvoir lui demander des grâces ou des faveurs comme c'était la coutume jusque-là. En réalité, on s'aperçoit que le roi Soleil est d'accord pour faire tomber temporairement les barrières hiérarchiques, mais comme vous le voyez, il tient quand même à garder des limites et il n'a pas vraiment envie que quiconque abuse de ses privilèges d'un jour. Alors voilà, je viens de vous relater le tirage des rois à la cour de Versailles sous l'Ancien Régime, mais il faut savoir que la tradition de la galette des rois ne date pas du grand siècle du roi Soleil. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que signifie Épiphanie? Et surtout, est-ce que vous savez pourquoi nous la célébrons et depuis quand nous la fêtons de cette manière? Alors tout d'abord, comme vous le savez certainement, dans la chrétienté et en particulier dans la religion catholique, l'Épiphanie est la manifestation de Jésus-Christ aux yeux du monde, symbolisée par l'arrivée des rois mages autour de la crèche à Bethléem, des rois mages qui sont ainsi venus offrir des présents au Fils de Dieu. Mais en réalité, l'Épiphanie ne date pas de la chrétienté, et il faut savoir qu'on en parle dès l'Antiquité. En grec, épiphanios signifie illustre, éclatant, et épiphaneia signifie manifestation, apparition. En Grèce antique, l'Épiphanie est alors une fête qui célèbre la renaissance de la lumière et la manifestation du soleil après le solstice d'hiver qui a lieu entre le 21 et le 22 décembre. On la fête notamment à partir du 6 janvier où les jours se rallongent visiblement. À l'occasion de l'Épiphanie, les Grecs fêtent alors les épiphanes, c'est-à-dire les 12 dieux de l'Olympe qui sont apparus aux hommes et qui se sont manifestés à leurs yeux. Sachez d'ailleurs que cette fête sera reprise par la Rome antique qui célébrera alors, elle, ses propres dieux épiphanes. Par la suite, avec le développement de la chrétienté, le 6 janvier va être adapté pour célébrer une autre épiphanie, c'est-à-dire un autre type de naissance et de manifestation divine. Ainsi, jusqu'au IVe siècle, cette date va célébrer à la fois la naissance de Jésus-Christ, donc ce qu'on appelle la nativité, la venue des rois mages, mais aussi des événements plus tardifs comme le miracle des noces de Cana, vous savez, lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Ensuite, au IVe siècle, vers 330-354, l'empereur romain Constantin Ier, qui s'est converti au christianisme, va fixer la nativité au 25 décembre. Il s'agit ici pour lui de remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver, cette période qu'on appelle le Sol Invictus, soit les fêtes du soleil invaincu, qui sont célébrées traditionnellement par les Romains. L'Épiphanie, qui est toujours fêtée le 6 janvier, va alors marquer plus spécifiquement le jour où Jésus est apparu aux yeux du monde à travers les yeux des rois mages qui, selon la Bible, seraient arrivés 12 jours après la naissance de Jésus, donc bien autour du 6 janvier. Alors d'ailleurs, on parle de ces 3 rois mages venus d'Orient et guidés par une étoile, vous savez, l'étoile du berger, mais il faut savoir que dans la Bible, ils sont uniquement cités comme étant des sages, sans que l'on précise véritablement leur nombre. En réalité, ils ne deviennent les 3 rois mages qu'au IIIe siècle, et ils ne seront nommés Melchior, Gaspard et Balthazar qu'au 8e siècle seulement. Depuis, ce qu'on appelle l'adoration des mages est ainsi célébrée le 6 janvier, ou même le 2e dimanche de janvier selon les pays. Bon, ceci étant dit, une autre question se pose alors. Pourquoi mange-t-on de la galette et pourquoi tire-t-on les rois à cette date? En réalité, tout remonte aux fêtes païennes des Saturnales dans la Rome antique. Pendant 7 jours, la hiérarchie sociale est alors parodiée à l'occasion de grandes festivités. Il s'agit en fait de rendre hommage au dieu Saturne, vous savez, le dieu de l'agriculture et de la fertilité des sols, parce qu'en effet, on dit que Saturne aurait su gouverner les hommes de manière douce et équitable, il aurait usé de ses pouvoirs pour rassembler leurs forces et ainsi fonder une société prospère.
Pour fêter cet âge d'or d'équité et pour représenter Saturne, on élisait alors le roi ou la reine d'un jour parmi les esclaves grâce à une fève glissée dans une galette. Alors pourquoi une galette? Eh bien c'est simple, parce que cette galette ronde, de la forme du soleil donc, rappelait ainsi l'origine de ces fêtes liées au solstice d'hiver. Comme aujourd'hui, le plus jeune de l'assemblée se devait d'annoncer la distribution des parts de la galette aux convives, le roi ou la reine du jour avait le privilège de donner des gages ou bien de faire exaucer ses vœux, et pendant les Saturnales, on ne comptait plus de maîtres, plus d'esclaves, chacun faisait, mangeait et buvait ce qui lui plaisait. Au XIIIe siècle, les chrétiens vont s'approprier cette tradition païenne et ils vont choisir de tirer les rois en hommage aux 3 rois mages. Ainsi, au Moyen-Âge, les seigneurs désignaient un enfant qui, après avoir répondu à une série de questions et après avoir choisi la répartition des parts de la galette, avait alors le droit d'être convié à leur table. Ensuite, comme vous le savez peut-être, les chanceux qui tiraient la fève devenaient les maîtres à la place des seigneurs, et ce pour toute la journée. Enfin, comme je vous le disais, cette tradition de galette et de tirage des rois va se poursuivre à la Renaissance et bien sûr sous l'Ancien Régime. Finalement, si ce n'est pendant la Révolution, où l'épiphanie devient le jour des sans-culottes, et où la galette des rois devient la galette de l'égalité, eh bien la tradition de l'épiphanie et du tirage des rois est restée très populaire. À tel point qu'aujourd'hui, on estime à 30 millions de galettes qui sont consommées en France chaque année. Voilà, j'espère que cette première anecdote de l'année vous a plu. Je vous souhaite bien sûr une très bonne dégustation de galettes et encore une fois une très belle année 2023. Je vous remercie aussi pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog lescarnetsdigor.fr si vous ne le connaissez pas. Vous pourrez y retrouver l'article illustré de cette anecdote, mais aussi d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes les actualités des Carnets d'Igor en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.